Ok, pas de geste brusque. Ok, file-moi ton arme. Doucement. Pas de geste brusque. Ok, maintenant tu te diriges vers la malle. Allez, ouvre-moi ça. Allez, rentre là-dedans. Non. Aussi. Ah bah ouais, désolé. Oh putain, ça doit faire mal. Oh, ça peut se finir dans ce sens-là, ça. Bonjour et bienvenue sur Projet 86. Aujourd'hui, on vous présente une Excalibur série 3. Alors vous savez, cette voiture, elle est absolument extraordinaire. On n'en voit quasiment jamais et elle a une histoire absolument incroyable. Celle déjà de son designer, Brooks Stevens, qui a décidé tout simplement de créer un concept néoclassique alors qu'à la base on lui demandait pas du tout ça. Brooks Stevens, c'est un designer qui a créé notamment le design de la Harley Davidson Hi-Flow, il a créé le design du Jeep Wagoner, il a aussi créé des choses absolument incroyables comme la voiture hot dog, Weiner Wagen, qui était absolument incroyable. Bon, alors je rassure, ce projet de voiture hot dog, c'était de la promotion pour une marque, c'était pas genre un mec qui voulait se balader en voiture hot dog, on est d'accord. Et tout simplement, il avait son cabinet de designer, il était à son compte et il était parfois embauché par des marques pour bosser sur le design de certaines voitures, comme par exemple Laurent Schmitt qui fait ça. Et le truc, c'est qu'un jour, il est contacté par Studebaker, avec qui il avait déjà, bien sûr, travaillé avant, pour faire un nouveau projet. Studebaker, ils sont un petit peu en difficulté dans cette année 63-64. On va dire qu'ils commencent à avoir ce qu'on appelle le baby boom. Alors pour ceux qui ne savent pas, le baby boom, c'est le pic des naissances qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale. Ces bébés qui sont nés au milieu des années 40 vont grandir et ça va devenir une part de marché absolument énorme parce qu'on parle d'un pic de natalité absolument dantesque. Et donc ces jeunes gens, ils vont vouloir acheter des voitures qui sont complètement différentes des voitures de leurs parents, tout simplement. Et donc du coup, il y a certaines marques qui vont vouloir faire comprendre qu'ils en ont sous la pédale, ils veulent faire des voitures qui sont sexy pour les jeunes, qui sont puissantes. Notamment, c'est ce qui va amener l'avènement des muscle cars et des pony cars fin des années 60, parce que tout simplement, on va vouloir fabriquer des voitures de plus en plus incroyables pour ces jeunes. Du coup, Brooks Stevens, lui, est contacté par Studebaker, une entreprise américaine qui fabrique des voitures, qui est en difficulté et ils veulent prouver qu'ils ont une image jeune et ils veulent créer des concept cars pour les exposer dans les différents salons des États-Unis pour dire voilà, Studebaker, on est là et on est encore présent, achetez chez nous s'il vous plaît. Et Brooks Stevens fabrique quelques prototypes, quelques concept cars de voitures. Et pour le salon de New York d'avril 1964, il décide de retourner la carte et de fabriquer une voiture néoclassique. Il va tout simplement prendre un châssis de Studebaker Lark et dessus il va copier une voiture qu'il a lui-même achetée, une Mercedes SSK des années 20, et il va créer pas l'Excalibur, il va créer la Merce Baker. C'est une voiture qui ressemble, alors elle est beaucoup plus petite que celle-là, un peu plus tassée, qui a l'air beaucoup plus frêle, mais avec un moteur Studebaker qui développait, je crois, 250 chevaux. On va venir aux autres moteurs après, mais pour ce concept car, c'était le moteur Studebaker, on partait de Studebaker, et il va présenter ça à Studebaker qui vont être absolument pas contents. Et ça, on va vous montrer pourquoi. Ah oui, parce que du coup, cette voiture, c'est un concept néoclassique.
Et Studebaker, ce qu'ils veulent, c'est des concepts futuristes. Ils veulent montrer ce qui va être l'avenir de la marque, ce qu'ils peuvent proposer. Et là, Brooks Stevens, il leur propose un concept car qui date en fait d'un design des années 20. Donc un design qui a 40 ans. Mais les Studebaker, ils sont pas du tout bottés. Alors déjà, ils sont pas du tout bottés par le design de la voiture, et ils sont pas du tout bottés aussi par le nom. Le fait qu'il y ait Mercedes et Baker dedans, la contraction de Mercedes et Studebaker, ça les intéresse pas du tout. Donc ils vont tout simplement refuser que cette voiture soit exposée sur le stand de Studebaker. Brooks Stevens, ça va pas tellement lui plaire, et ça va surtout pas plaire aussi à ses enfants qui ont bossé pendant 6 semaines dessus, et il va décider avec ses propres deniers de prendre son stand. Je vous rappelle qu'il a sa boîte de design, donc il va prendre son stand au nom de sa boîte au salon de l'automobile de New York 1964. Alors il va se retrouver dans un tout petit stand coincé au fond du salon de l'automobile, entre le stand de hot dog et l'entrée des WC, donc je vous raconte pas les odeurs de friture et de... voilà. Et le truc, c'est que il va y avoir 2 éléments qui vont faire que ça va bien marcher. Déjà, la voiture est un véritable ovni, c'est-à-dire à cette époque-là où on se voyait vers le futur et tout, les voitures qui sont résolument tournées vers le futur, lui il va arriver avec un concept néoclassique, et la voiture va être un véritable ovni sur le salon. Et il y a aussi 2 personnalités du showbiz de l'époque qui vont être intéressées par cette voiture et qui vont en commander une. On a John Wayne, mais surtout on a aussi Steve McQueen. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qui sont ces personnes, mais si vous ne le savez pas, allez sur Wikipédia et vous verrez que, surtout à l'époque, c'était pas n'importe qui. Et le fait que ces 2 personnes aillent acheter une Excalibur, avec le bouche à oreille, les gens ils vont se dire, attendez, ils ont acheté quoi? On va aller voir. L'attraction de Stevens va devenir une espèce d'attraction du salon, jusqu'à un point où les gens vont plus aller voir l'Excalibur que véritablement aller voir le stand de Studebaker. Donc ils devaient la voir quand même relativement là, les gens de Studebaker. Vous allez me dire, pourquoi il ne l'a pas appelé Mersbacher et pourquoi il l'a appelé Excalibur? Excalibur, tout simplement, c'est le nom d'une voiture qu'il avait fait, l'Excalibur J, dans les années 50. Quand Mercedes et Studebaker lui ont refusé d'appeler sa voiture Mersbacher, il a dû réfléchir à la va-vite à trouver un nom, et il a tout simplement repris le nom de cette voiture-là. C'est pour ça qu'elle s'appelle Excalibur. Voilà. Ensuite, on va vous montrer ce qui a potentiellement intéressé Steve McQueen au sujet de cette voiture. On retourne de l'autre côté. Alors vous allez voir, ce qui va surtout intéresser Steve McQueen, je pense, c'est ce qu'il y a là-dessous. Alors évidemment, Brooks Stevens, vu que Studebaker, ils vont lui mettre des bâtons dans les roues pour exposer sa voiture, après les 12 précommandes qu'il y a eu au salon de l'automobile de New York, il va s'allier un petit peu avec General Motors. Sous le capot, on va retrouver un moteur Chevrolet, évidemment un V8, on est en Amérique, de 350 chevaux. Pour une voiture qui a une carrosserie en fibre de verre qui fait 950 kg, c'est vraiment pas mal pour l'époque. On tape le 0 à 100 en 6 secondes. Le moyen de foutre à l'avant d'une Mustang au feu rouge avec une voiture qui a un design des années 20, inutile de dire que c'est normal que cette voiture ait eu un succès vraiment pas mal. Alors, bien sûr, il y a le fait que Steve McQueen et John Wayne achètent une voiture qui va potentiellement aider à lancer la marque. L'une des autres choses qui va faire que ça va bien marcher, c'est que Stevens va avoir de la chance. Studebaker va faire faillite fin 1964, quelques mois seulement après que l'Excalibur ait été présenté, et du coup... Et du coup, ils vont vendre des pièces. Ils ont fait faillite. Ils n'ont plus rien à faire de leur châssis. Et Stevens, il va pouvoir racheter 400 châssis de Studebaker prêts à être transformés en Excalibur. Et ça, avec son alliance avec General Motors, ça va faire qu'il va avoir 400 châssis disponibles. C'est-à-dire que la série 1 des Excalibur va y en avoir à peu près 400 qui vont être produites jusqu'en 1969. Alors, bien sûr, 400 exemplaires d'une voiture pour une production de 1964 à 1969, vous vous dites c'est vraiment anecdotique, mais pour une marque qui commence et qui était à la base un prototype, c'est pas très très mal. Alors l'année 70 va être complètement
dédié à l'élaboration d'un nouveau châssis. Les châssis de Studebaker Lark étant épuisés, il va falloir que Stevens et ses fils passent à la construction d'un châssis. Alors ça va être un châssis échelle qui va être très lourd malheureusement, mais du coup ça donne naissance à la série 2. La série 2 qui du coup va avoir un moteur de 300 chevaux. Voilà. Alors bien sûr on perd en puissance, mais il faut dire aussi qu'il y a eu la crise pétrolière en 1973 et ça a pas du tout aidé les fabricants automobiles à cette période. Alors l'Excalibur va continuer d'évoluer, ici on a ici une série 3. Alors il faut savoir que l'Excalibur était à la base uniquement disponible en roadster, c'est-à-dire en 2 places, mais à partir de la série 2 on va voir une banquette arrière apparaître, ce qu'on va appeler les Phaeton. Donc il va y avoir les roadsters en 2 places et les Phaeton comme celle-ci en banquette à l'arrière, donc 4 places. Alors, bon, bien sûr, il va y avoir la série 3, cette voiture est une série 3, et elle va être équipée du V8 Chevrolet de 7 litres 4 de cylindrée. Malheureusement, pour un homme anti-pollution, il est moins puissant, seulement 270 chevaux. Et la voiture va finir par s'embourgeoiser de plus en plus, elle va être de plus en plus luxueuse. Là encore, on a un intérieur de Chevrolet. Alors, c'est tout simplement une Corvette C3. On a les freins à disque, on a la direction, on a le moteur, on a la boîte de vitesse, on a le pont arrière, mais elle est fabriquée avec une carrosserie en fibre, vous voyez. Et donc, à partir de la série 4, les choses vont commencer un petit peu à se gâter pour Excalibur, j'allais dire Studebaker. Studebaker, ça fait longtemps qu'ils ont mis la clé sous la porte. Dans ces années-là, on va dire qu'il y a un effet de mode qui va commencer à s'estomper. C'est triste à dire, mais les Excalibur commencent à devenir un petit peu has-been, et c'est surtout que elles vont continuer à s'embourgeoiser, à devenir de plus en plus lourdes. Elles sont à chaque fois rallongées. Les moteurs gagnent en puissance, mais est-ce que c'est assez pour combler le poids qu'elles prennent? Il faut dire que déjà sur une voiture comme ça, bon, c'est sûr qu'elle est longue, mais elle n'est pas très très haute, et on est quand même sur pratiquement 2 tonnes. On est à 1 tonne 9, le châssis est très lourd, et je vous rappelle que la carrosserie est en polyester. Donc du coup, on va avoir un attrait qui va baisser. L'Excalibur série 4 va être sauvé tout simplement par la publicité. Il va y avoir beaucoup de publicité, aussi le fait que Excalibur va commencer à avoir ses propres concessionnaires. C'est un truc de dingue. Vous pouviez acheter une voiture comme ça dans une concession. C'est dans une concession Excalibur en plus. Au début, les Excalibur vont être à vendre dans les concessions General Motors, mais finalement ils vont finir par avoir leur propre concession. Pas longtemps, mais ça a existé effectivement. Alors bon, la série 4 va marcher, mais elle va rapidement perdre en vente. Les frères Stevens vont décider de s'allier avec une personne qui va redesigner la voiture. Ça va marcher un tout petit peu sur la série 5, malheureusement les ventes vont s'effondrer, et surtout qu'on a atteint des voitures qui étaient à des prix astronomiques, c'est-à-dire que la première Excalibur valait à peu près 6 000 $ de l'époque. La dernière Excalibur, la plus évoluée, en Phaeton, se négociait autour de 100 000 $. Donc c'est plus du tout la même voiture, et je crois qu'ils vont tout simplement commencer à perdre le cœur de leur clientèle, et on se retrouve, c'est triste à dire, mais sur des voitures qui vont être complètement invendables à la fin de la vie d'Excalibur et qui vont être bradées au moitié de leur prix et qui vont mettre parfois des mois à être vendues. Heureusement, on a un magnifique exemplaire ici que Jordan nous prête et qu'on va pouvoir vous présenter dans sa totalité. Alors pour des raisons de son évidentes, étant donné que j'étais dans une décapotable, je n'ai pas pu vous faire un commentaire en direct, il y aurait eu beaucoup trop de vent dans le micro. Donc du coup, je vous fais une voix off par-dessus, direct rentré à la maison. Alors, c'est comment de conduire une Excalibur ?
Je vais commencer par la direction. La direction est vraiment très très assistée. On peut vraiment tenir la voiture avec 2 doigts. C'est un petit peu déstabilisant au début parce que pour une voiture de cette apparence-là, on s'attend pas à avoir une direction aussi assistée que ça. Ce qui est bien, c'est que du coup, pour une voiture de 2 tonnes, elle se manœuvre relativement bien malgré sa longueur toute relative. Le truc, c'est que par contre, en conduite normale, ça rend la direction relativement floue. Je dis pas qu'elle est pas précise, hein, bien sûr, mais le fait qu'elle soit surassistée, ça rend la direction un petit peu floue à mes yeux. Soyons clairs, hein, c'est une voiture qui est très agréable à conduire, cruiser avec, rouler normalement, c'est super, mais par contre, j'aimerais pas me retrouver sur un circuit avec, hein, ou dans un virage en appui, parce que clairement, c'est une voiture qui a pas du tout été faite pour ça. Passons à la boîte de vitesse. Alors, la boîte de vitesse est bien sûr une automatique, les Excalibur ont existé en manuel, mais il y en a extrêmement peu. Alors, la boîte automatique, c'est marrant, parce que là, sur la pastille du levier de vitesse, on avait encore le SS, qui trahit le Chevrolet d'origine de la voiture, hein, l'origine GM. Alors, on est sur une boîte automatique 3 vitesses. Alors, par contre, c'est une boîte automatique qui est très 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 agréable à conduire. On sent pas du tout les vitesses passer, sauf si vraiment on met vraiment pied au plancher, là on va les sentir passer. Sinon, en conduite normale, on les sent pas du tout, on a vraiment tout le temps l'impression d'être sur la même vitesse. Le souci, c'est que du coup, c'est une boîte de vitesse qui, comme beaucoup d'automatiques de l'époque, va énormément bouffer de puissance, hein. Elle va vraiment lisser le comportement de la voiture, et donc du coup, déjà que le moteur est bien bridé, je pense pas me tromper en disant que la boîte automatique aussi bouffe pas mal de puissance. Passons aux freins maintenant. Alors comme je vous l'ai dit, cette voiture c'est carrément une Corvette C3 avec une autre carrosserie, et les freins c'est pas différent, hein. On se retrouve avec 4 freins à disque de Corvette C3. Et le freinage est très bon, même pour une voiture de ce poids, je rappelle pratiquement 2 tonnes. Hein, on a des freins qui sont relativement progressifs, pas mordants mais très progressifs, et si vous devez faire un freinage d'urgence, il n'y a pas de souci, les 4 roues vont se bloquer. Évidemment, il n'y a pas d'ABS. Et on va passer à la partie qui va sans doute vous intéresser le plus, le moteur, le fameux V8 de 7 litres 4 de cylindrée, comment il se ressent à la pédale. Alors il y a énormément de couple, hein, du coup, mais comme je vous l'ai dit, la puissance a été pas mal bridée à cause des normes anti-pollution de l'époque, et aussi bien évidemment de la boîte automatique. Du coup on se retrouve avec un moteur qui est relativement, alors très coupleux, mais relativement pâteau, hein, quand on est bas dans les tours. Alors faut aussi dire que Jordan, le propriétaire de cette Excalibur, a installé des valves à l'échappement, hein, de façon de libérer un petit peu l'échappement, et c'est vrai que quand on les ouvre, on a franchement un son qui change, on a plus l'impression d'être dans une sportive, sinon on l'entend quasiment pas. Quand on ouvre les valves et vraiment qu'on met le pied au plancher, c'est très marrant parce que du coup, on a vraiment une pédale à l'américaine qui s'enfonce sur des dizaines de centimètres, on a vraiment l'impression d'étendre complètement la jambe, et il va vraiment falloir presser le V8 comme une orange pour lui faire sortir tout ce qu'il a. Une fois qu'on a vraiment mis la pédale au plancher, que la boîte automatique a compris ce qu'on veut faire, qu'elle a compris qu'il faut y aller à fond, qu'elle tombe en rapport, si les valves sont ouvertes, là on se retrouve avec un rugissement de V8 absolument jouissif. Mais bon, c'est jusqu'au premier virage, parce que du coup, avec, malgré des bons freins, comme je vous l'ai dit, la direction est relativement floue, et c'est une voiture qui n'a pas du tout été étudiée pour faire ce genre d'exercice, donc on est rapidement à lever le pied et à recruiser de manière assez agréable, les cheveux au vent, ou le crâne au vent dans ma situation. Conclusion, cette Excalibur c'est une très bonne voiture pour cruiser, c'est une très bonne voiture pour se la péter, évidemment, hein, elle a été créée pour ça. Vous n'allez absolument pas passer inaperçu avec cette voiture, c'est le but. Si vous voulez mettre le pied dedans à un feu rouge pour enfumer quelqu'un et vous marrer, il n'y a pas de souci, elle va le faire. Cependant, c'est pas du tout une voiture qu'il faut amener sur circuit, une voiture avec laquelle il faut commencer à prendre des virages en appui. C'est vraiment une voiture qui a un peu de puissance pour vous permettre de vous amuser, et surtout une voiture pour se faire remarquer.
J'espère que ces images qu'on a réussi à faire vous ont dépaysé, vous ont fait un petit peu sortir de ce qu'on a l'habitude de faire. Jordan, le propriétaire de cette voiture, la loue pour de l'événement, pour des mariages. C'est JR Automobile, il est basé dans le secteur de la Haute-Normandie, vers Rouen, Le Havre, Évreux, dans ces secteurs-là. Merci à lui énormément de nous avoir permis de prendre le volant de sa voiture pendant quasiment toute une journée. Ça a été véritablement un bonheur du début à la fin. Si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas une seconde à aller lui demander sur sa page Facebook ou sur les réseaux. En tout cas, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Projet 86. Allez, salut!